Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Émilie Binois. Je suis directrice éditoriale à la Fabrique de l'Industrie. Et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire de l'Observatoire des territoires d'industrie. Alors, l'Observatoire des territoires d'industrie, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, qui n'auraient jamais assisté à un séminaire de l'OTI, petit rappel, l'Observatoire, en fait, a été créé par la Banque des territoires, par l'Institut de recherche de la Caisse des dépôts, par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la l'ANCT, Intercommunalité de France, Région de France et la Fabrique de l'Industrie. Et il a pour objectif, en fait, d'identifier les conditions locales qui font que certains territoires parviennent à maintenir ou même à développer au mieux le tissu industriel par rapport à d'autres territoires. Et parmi ces conditions locales, la question des compétences disponibles est assez centrale. Elle a été repérée comme un élément même majeur. Et on a donc décidé d'en faire le webinaire d'aujourd'hui. Plus précisément, nous allons parler de la fabrique prospective, qui est dédiée à la question de l'attractivité des métiers et des compétences industrielles. Alors, cette démarche, qui a été créée par l'ANCT et cofinancée, je crois, par la Banque des Territoires, a pour objectif d'accompagner les acteurs publics territoriaux dans leur réflexion sur la question de l'attractivité des métiers et les compétences industrielles pour qu'ils puissent mettre en place des dispositifs adéquats. Et 8 territoires se sont engagés dans cette démarche. Donc, je vais laisser Sarah Mouette. Alors, Sarah, vous êtes chargée de prospective et d'innovation, pôle prospective, veille innovation, au sein de la Direction générale déléguée appui opérationnel et stratégique de la NCT. Vous nous présenterez en détail Fabrique Prospective. Et nous avons également la chance d'avoir avec nous les représentants de deux des territoires qui se sont engagés dans cette démarche. Donc, du côté d'abord du territoire d'industrie Terre de Montaigu, nous avons avec nous Éric Hervouet, qui est président de la commission économie, innovation, formation à Terre de Montaigu, communauté d'agglomération. Merci Éric d'être là. Nous avons également Tiffany Castignol, chargée de mission industrie, transition et innovation, Terre de Montaigu, communauté d'agglomération. Merci Tiffany. Et du côté du territoire Lezoux, Thiers, Ambert, Montbrison, que nous surnommerons Tiltam, nous accueillons Virginie Meurier, qui est directrice du développement économique de la communauté d'agglomération Loire-Forez Agglomération, donc l'une des 4 communautés d'agglo qui fait partie du territoire d'industrie Tiltam, hein, on le surnomme comme ça. Et va nous rejoindre très prochainement Jean-Paul Forestier, qui est vice-président de la communauté d'agglomération Loire-Forez Agglomération et qui est en charge de l'économie. Alors, avant de commencer, juste quelques mots pour les gens, les spectateurs qui nous ont rejoints. Alors, pour assurer une bonne connexion du séminaire, nous avons coupé les caméras et les micros, mais vous disposez en bas de vos écrans d'un petit questions et réponses dans lequel vous pouvez poser vos questions à nos intervenants. Nous, on les réceptionne et on les posera, donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions d'ordre plutôt technique, alors vous pouvez plutôt converser via le chat. Voilà. Ah, nous avons Monsieur Forestier qui nous a rejoint. Bienvenue. Alors, pour commencer, je propose d'abord à Sarah Mouette de nous présenter les objectifs de la fabrique prospective et de nous expliquer en quoi consiste l'accompagnement offert par la NCT sur ce dispositif. Sarah, je vous laisse la main. Oui, bonjour à tous, n'hésitez pas, parce que la connexion n'est pas très stable. Alors, Là, ça fonctionne. Merci. merci pour cette introduction et bonjour les... Ah, vous m'entendez? Sarah, on vous entend très... Enfin non, ça coupe. Est-ce que là vous m'entendez? Oui. Ok, très bien. Donc, Non, ça ne marche pas. un dispositif de l'ANC 4 à 8 territoires. Oui, vous Oui, m'entendez? Sarah, c'est très haché en fait. Est-ce que vous avez un moyen d'avoir une autre connexion et on reviendra D'accord. ou par téléphone sinon? Donc, vous connectez à votre Je téléphone. vais réessayer dans une autre salle. Très bien. Alors, bon, je suis désolée pour nos spectateurs et nos invités, nos intervenants. Sarah Mouette va nous présenter.
Rapidement, peut-être en attendant, Sarah, est-ce que du côté des territoires d'industrie, vous pourrez nous présenter chacun à votre tour votre territoire, ses spécificités industrielles et démographiques, et puis les enjeux que vous aviez identifiés en matière de compétences. Peut-être d'abord le territoire d'industrie Tiltam, Jean-Paul Forestier? On est... Vous avez un souci de son. Si vous voulez, le temps que ça fonctionne, je peux laisser la main à Éric Herouet au sein du territoire d'industrie Terre de Montaigu. J'espère que ça va marcher. Ça Allez, marche? Eric, à C'est vous de bon? jouer et je donne la parole ensuite à Jean-Paul. Merci Très beaucoup. bien. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Merci pour cette invitation à intervenir auprès de vous dans le cadre de ce webinaire. Le territoire Terre de Montaigu, c'est un territoire de plus de 50 000 habitants, situé à une trentaine de kilomètres au sud de Nantes, équidistant de La Roche-sur-Yon, Cholet, Nantes à peu près, hein, sur le nord-est Vendée. On est composé de 9 communes et on est sur notre propre échelle de territoire intercommunal, un territoire d'industrie. On est une intercommunalité qui est identique dans son territoire d'industrie et son périmètre de communauté d'agglomération. C'est un territoire qui gagne environ 500 habitants par an depuis 10 ans et qui a une population jeune. On a un tiers de la population qui a moins de 30 ans. Et aujourd'hui, on compte environ 700 étudiants, qui est un chiffre assez faible. En fait, on regarde notre implantation aussi, puisqu'on est proche de Nantes, La Roche et Cholet, qui sont des bassins un peu aussi étudiants. Donc, on en parlera tout à l'heure, des perspectives de développement sur ce sujet des étudiants et de la formation. D'un point de vue de nos spécificités industrielles, on a le taux de chômage quasiment le plus bas dans notre bassin d'emploi, qui est reconnu quasiment le plus bas de France, à 3,6 de taux de chômage. On est le premier territoire vendéen en nombre d'emplois industriels. On a plus de 7500 emplois industriels sur notre territoire d'agglomération. On a trois secteurs clés chez nous, l'agroalimentaire, la métallurgie et ce que j'appellerais l'agencement, l'ameublement, qui sont des D'accord. secteurs plutôt historiques aussi, avec quelques fleurons, notamment en matière agroalimentaire. On a une part d'emplois salariés qui est de 36%. La part de nos emplois salariés dans l'industrie, c'est 36%. Ça représente donc plus d'un tiers des salariés dans le domaine de l'industrie. Donc, je le disais, c'est plus de pratiquement 7 800 emplois industriels et on a gagné 11% de ces emplois en quasiment 13 ans. On est 140 établissements industriels employeurs. Et dans les critères qui nous avaient fait être fléchés territoire d'industrie, c'était justement cette diversité de nos filières et de nos implantations d'établissements employeurs qui nous avait fait relever comme un territoire un peu plus spécifique et à ce titre intéressant en matière de territoire d'industrie. Voilà pour la carte un peu d'identité démographique et de secteur industriel. Si j'enchaîne peut-être sur les enjeux en matière de compétences, peut-être, puisque c'est l'objet aussi de ce qui nous retrouve cet Oui, 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 après-midi. allez-y, Eric, oui, oui. Hein. Donc, ce qu'on a particulièrement traité, nous, dans la fabrique et les enjeux qu'on avait déjà relevés, qu'on avait travaillés, ça a été des enjeux autour d'un plan d'action qu'on a déroulé autour de l'emploi, de la formation et de l'orientation. Trois bulles importantes dont on s'occupe et dont on veut traiter avec les chefs d'entreprise ces sujets-là. Autour de l'orientation, on en parlera un peu tout à l'heure, sur des dispositifs un peu plus innovants et on a poussé les portes des établissements scolaires sur le domaine de l'orientation pour traduire une adéquation entre notre territoire, notre tissu économique et nos jeunes du territoire. En termes de formation, ça a été l'objet de la fabrique pour nous. On l'a vraiment axé, cette fabrique, sur la formation et sur les jeunes. Donc, on le détaillera plus tout à l'heure. Et puis, sur l'emploi et l'attractivité, on en aura un exemple aussi, je pense, dans nos propos. On a beaucoup travaillé sur comment être à l'accueil des nouveaux salariés qui viennent s'implanter chez nous pour favoriser le recrutement, faire connaître le territoire aux salariés qui viennent, puisque parfois le recruteur n'est pas forcément un expert du territoire. Donc le recruteur, c'est une chose, mais le territoire sur lequel le salarié vient habiter en fonction de sa composition familiale, entre autres, peut avoir des questions. Et là, on se définit comme expert de territoire pour y répondre. Et sur les besoins spécifiques que l'on a traités dans la fabrique pour nous, ça a été un vrai booster en fait. Hein. En 6 mois de temps, la fabrique, ça nous a permis d'être un booster avec nos interlocuteurs, notamment chefs d'entreprise bien sûr, mais pas que, les organismes de formation aussi, et tout ce qui est lié autour de l'emploi du travail. On a vraiment mis sur la table pas mal de sujets et on a sorti notre thématique particulière qui était une priorité qui était donnée à l'interindustrie et l'interfilière
sur un public de jeunes. Et du coup, c'était quels étaient les besoins prioritaires des entreprises dans cette interindustrie, interfilière pour les jeunes. Donc, on a ressorti des sujets très concrets, des actions assez concrètes et dont certaines commencent déjà à voir le jour et vont se déployer pour d'autres dans un temps un peu plus long. Mais on a sorti des besoins prioritaires sur, par exemple, la conduite du ligne, l'usinage, la maintenance, des spécificités en boulangerie, en agroalimentaire, pardon, en métallurgie. Donc, on a vraiment été chercher des choses très pragmatiques, très concrètes, avec des actions qui peuvent se décliner assez rapidement sur le terrain et qui ont besoin de créer une osmose de différents acteurs à laquelle le territoire se met en ordre de marche et un peu coordinateur, n'est pas Oui. toujours le donneur d'ordre ou celui qui met en scène, mais en tout cas le coordonnateur de ces actions-là pour le suivre dans son cours. C'est ce qui a été apprécié de l'ensemble des participants de la fabrique. On en redira un mot tout à l'heure, notamment Oui, autour de la formation. super. Merci beaucoup, Eric, pour cette présentation déjà bien complète et on verra ensuite effectivement les actions que vous avez mises en place. Jean-Paul Feresté, même exercice du côté de Tiltam. Je suis désolée, c'est vrai que je dis Tiltam parce que c'est le surnom donné au territoire d'industrie. Mais vous êtes, vous, représentant de Loire-Forez Agglomération, l'une des 4 agglos du territoire. Alors, est-ce que ça fonctionne? Non. Euh, on va laisser encore. Je laisse une chance encore à la technologie. Excusez-moi, je me permets d'intervenir. Dans la partie en bas à gauche, audio, vous avez une flèche à droite de ce Là, ça petit fonctionne, onglet on qui vous vous entend. permet de sélectionner votre micro. Vous On vous pouvez entend. sélectionner de faire le micro de l'ordinateur. Là, on vous entend, là. Allez. Hein? C'est toi, Charles, qui parlait. Pardon. Oui, c'est Euh, moi qui parlais, effectivement. Ah, pardon. Non, sinon, l'autre solution, c'est de prendre le téléphone portable et d'appeler le numéro qui est dans l'invitation que vous avez Non. transmise sur l'invitation Zoom. Ok. Vous avez un Est-ce numéro de que, portable en 01. Virginie, est-ce que vous voulez prendre le relais pour le moment? Oui, en attendant que Jean-Paul Merci mette tout beaucoup. ce que... Merci, Allez, Virginie. je vous en prie. Alors, effectivement, le TILTAM, donc territoire d'industrie, Lezoux, Thiers, Ambert, Montbrison, la particularité, c'est que c'est un territoire d'industrie qui est à cheval sur deux départements, la Loire et le Puy-de-Dôme, donc 4 PCI, avec quand même voilà, des points de convergence, mais aussi des différences. Et c'est ce qui fait certainement aussi toute la richesse et la valeur ajoutée de notre travail conjoint. Alors, bien sûr, il y a des choses qui nous rapprochent. Et effectivement, la- le sujet sur lequel on a travaillé, notamment dans le cadre de la fabrique prospective, mais plus largement à l'échelle du TILTAM, puisque la question de l'adaptation des compétences aux besoins des entreprises fait depuis le début partie de la ligne rouge de notre action commune. Donc effectivement, la démarche de la fabrique prospective est tombée à point pour nous permettre d'avoir un effet un peu booster autour de ce sujet-là, parce qu'effectivement, le précédent intervenant l'a expliqué, les modalités de travail de la fabrique prospective, vraiment le côté extrêmement resserré et séquencé des approches permet de donner un éclairage particulier et de favoriser ces sujets-là. Donc, le TILTAM, je l'évoquais, donc c'est donc 190 communes dans 4 PCI, à peu près 200 000 habitants. Un taux de chômage qui est entre 5 et 7,6%. C'est là où on va voir apparaître des divergences, que par exemple, certaines intercommunalités où voilà, il y a une problématique de chômage relativement classique. Si je prends le cas de Loire-Forêt Agglomération, nos élus aiment bien parler d'une situation qui est quasi proche du plein emploi. Alors bien sûr, ça reste encore un taux de 5%, mais avec un taux de 5%, les enjeux en termes d'emploi et de recrutement ne sont plus vraiment les mêmes, puisqu'on va considérer que les forces vives, entre guillemets, des demandeurs d'emploi ont le choix, sont mobiles pour la plupart et on va avoir à travailler avec ce que nous, on appelle ce qui va être des publics plus éloignés de l'emploi, donc forcément pas les mêmes problématiques. Donc c'est un petit peu différent. Mais le fait est que, voilà, ensemble, on essaie de trouver des solutions par rapport à ce sujet-là. Et donc, dans le cadre de la fabrique prospective, donc sur un territoire qui a une forte densité industrielle, comme les autres territoires engagés, euh,
Plusieurs enjeux ont été identifiés, donc un enjeu d'évolution des métiers et des compétences et de valorisation des métiers industriels et des savoir-faire, un enjeu d'amélioration des processus de recrutement et des parcours, justement, pour qu'il y ait un peu plus de synergie entre d'un côté les besoins en entreprise et de l'autre les personnes en recherche d'emploi, un enjeu de qualité de vie des salariés actuels et puis des futurs salariés de l'industrie pour voilà, travailler un petit peu sur la question du levier de l'attractivité des territoires pour les faire venir chez nous et surtout les encourager à rester, pardon. Ce qui est bien que de ces trois enjeux, le fil rouge qui a été travaillé dans le cadre du groupe local, c'est synthétisé autour d'un axe, c'est développer l'attractivité des territoires et des emplois industriels pour les jeunes. C'est en tout cas le focus qui a été choisi, puisqu'on s'est rendu compte qu'effectivement, la- la question de la valorisation des métiers de l'industrie, la question du parcours de formation, et puis finalement comment je me projette plus tard dans ce métier dont je ne connais pas finalement à la fois la caractéristique aujourd'hui et comment ils vont évoluer demain, mais c'est assez central pour que les jeunes s'engagent dans cette voie et finalement on puisse travailler demain dans l'industrie et répondre aux besoins des entreprises. Très bien. Je ne sais pas si Monsieur Forestier, vous avez résolu votre problème de micro. Monsieur Forestier. Non. Non, je suis vraiment navrée, Monsieur Forestier. J'espère que ça va se régler pour qu'on puisse vous entendre un petit peu plus tard. Est-ce que Sarah Mouette, de son côté, a pu régler son souci également de connexion et pour nous présenter Fabrique Prospective? Alors, les deux intervenants. A priori, c'est bon de mon Oui, côté. Est-ce que vous super. m'entendez moins haché? Oui, c'est parfait, Sarah. Eh Merci ben, beaucoup. super. On va faire ça Alors, comme ça. les différents axes de travail de Fabrique Prospective ont déjà été présentés, mais n'hésitez pas à revenir dessus. Voilà. On vous laisse la main pour nous présenter Fabrique Prospective. Merci beaucoup. Euh, les fabriques prospectives, comme évoqué, sont une offre d'ingénierie de l'ANCT. Elles accompagnent 4 à 8 territoires dans la construction d'une vision à long terme et d'un programme d'action à court terme afin de s'adapter aux transitions, que ce soit écologiques, démographiques et économiques. Donc, dans le cadre de cette fabrique prospective sur l'attractivité des métiers et des compétences industrielles, comme vous le disiez, la NCT a travaillé conjointement avec le pôle prospective Veille Innovation et le programme Territoire d'industrie. On avait également d'autres partenaires qui sont la Banque des territoires, Intercommunalité de France, France Travail, la CFDT, l'UIMM, la Fabrique de l'Industrie et France Stratégie. Et donc, cette fabrique prospective a été cofinancée par l'ANCT et la BDT. Donc, comme vous le voyez sur la carte ici présente, on a accompagné 108 territoires depuis 2018. Donc voilà, sur des thématiques assez variées. Vous pouvez les retrouver directement sur le site. Et dans le cadre de cette fabrique, on a accompagné 8 territoires. Alors, l'objectif, c'était d'accompagner donc ces 8 territoires appartenant à un territoire d'industrie, parce que c'est bien l'échelle qui nous intéressait, pour co-construire une vision et un programme d'action qui répondait donc à ces enjeux d'attractivité des métiers et des compétences industrielles, que ce soit à partir des problématiques actuelles, nationales, donc qui soient reproductibles pour d'autres territoires et qui concernent bien sûr d'autres TI. Donc, la fabrique s'est déroulée sur un an. On a d'abord eu une journée qu'on appelle immersion dans chaque territoire, avec des entretiens avec une dizaine d'acteurs locaux par le prestataire, et 4 séminaires locaux dans chaque intercommunalité, et en parallèle 4 séminaires dits intersites, donc nationaux, avec les référents élus et agents des territoires et les partenaires nationaux. Je pense que vous l'avez cité, mais voilà, les territoires qu'on a accompagnés sont affichés. Donc, on a Tiers d'Or et Montagne, l'agglomération de la région de Compiègne, le Creusot-Monceau-les-Mines, la communauté d'agglomération de Mulhouse, la communauté de communes du Pithiviers-Gâtinais, Lisieux-Normandie, Terre de Montaigu agglomération et la CA du bassin de Brive. Alors, nous, dans le cadre de cette fabrique, on avait 3 axes de travail qui servaient de fil conducteur aux séminaires locaux et aux séminaires intersites. Comme cela a été dit, c'est l'évolution des métiers et compétences et comment les valoriser, l'amélioration des processus de recrutement et des parcours, et également qui rentre en jeu dans l'attractivité, c'est la qualité de vie des actuels et futurs salariés de l'industrie.
Donc nous, on est parti également du programme Territoire d'industrie qui a été lancé en 2018 et reconduit sur la période 2023-2027. On a lancé la fabrique en 2023 et on l'a fini en fait récemment en octobre 2024. Le programme Territoire d'industrie, il a plusieurs axes de travail, dont celui d'accompagner les entreprises et les territoires dans les transitions numériques et écologiques, le recrutement et la mobilité des salariés et faciliter l'attractivité des territoires et des métiers de l'industrie. C'est pour ça qu'on est parti sur cette thématique de fabrique. D'autant qu'aujourd'hui, les besoins de recrutement dans le domaine de l'industrie ne vont vraisemblablement pas baisser. Cela est dû, pour une part, aux transitions numériques et écologiques, mais pas seulement. Il y a aussi la question des postes à pourvoir suite au départ en fin de carrière des dernières générations de baby boomers. Et donc, trois difficultés risquent de contribuer à la pérennisation de cette situation, qui sont les conditions de travail jugées trop difficiles, les représentations négatives des formations et des métiers, et l'inadéquation entre les formations et les besoins des industriels, qui est souvent relevé sur les territoires. Donc cette Euh, prestation a été... Oui, Oui, Émilie, Sarah, pardon, excusez-moi, je me permets, on a une question et je pense que c'est pas mal bien de sûr. la poser maintenant. C'était comment ont été choisis les 8 territoires et est-ce qu'il fallait candidater? Alors non, c'est pas un appel à projet. En fait, les territoires ont été choisis conjointement avec les partenaires nationaux du COPIL, donc que ce soit territoire d'industrie, France Travail, la Fabrique de l'industrie, etc. Tous ont fait des propositions. Et ensuite, nous, on fait une présélection de territoires vis-à-vis de certains critères, par exemple le taux de chômage, la structure du TI, la mobilisation des élus et des agents, il faut qu'ils soient motivés, et la diversité géographique. Et en fonction de ça, on contacte d'abord les délégués territoriaux qui acceptent ou non qu'on contacte ce territoire. Et ensuite, on contacte le territoire. Et s'il est d'accord, et ben, on part avec lui dans la démarche. D'accord, merci beaucoup. Pas de souci. Je vous laisse poursuivre. Pas de souci. Et du coup, la prestation a été confiée au groupement Juliette Sterwen-Rambol, donc qui a animé à la fois les séminaires locaux dans les territoires avec une vingtaine d'acteurs. Donc les acteurs locaux, outre les élus et les agents des collectivités, on avait les services déconcentrés de l'État, les acteurs de l'insertion et de l'emploi, les acteurs de la formation initiale et continue, les entreprises, les salariés de l'industrie. Communément, ils ont construit le programme d'action propre à chaque territoire. Et à l'issue de chaque fabrique, en fait, le territoire repart avec une synthèse de la démarche menée, donc l'ensemble des 4 séminaires et son programme d'action, et également une note de communication de 2, 3 pages, voilà, plus facile de diffuser auprès de ses partenaires. Il y a également une note transversale qui reprend le déroulement de la démarche et les enseignements méthodologiques qu'on met à jour lors des séminaires intersites. Et on a également une note qui réinterroge le dispositif en lui-même à la lumière de l'accompagnement qui s'est fait. Voilà pour moi en termes de présentation. Je pense que vous pouvez poursuivre, Sarah, sur les enseignements, puisque comme on a eu un petit changement d'organisation, nos intervenants ont déjà présenté leur dispositif. Peut-être que vous pouvez, vous, nous présenter les enseignements avant qu'on aille après dans le détail avec les territoires d'industrie représentés sur les dispositifs qu'ils ont mis en place pour répondre aux différents axes de travail. Merci. Ok, très bien. Alors, donc là, je vais vous présenter des enseignements, mais c'est pas exhaustif, hein. On aura une publication à venir où on présentera l'ensemble des enseignements de la démarche. Donc, un des premiers enseignements qu'on peut tirer, notamment sur les sujets de la difficulté à recruter, on voit beaucoup qu'il y a une inadéquation entre l'offre et la formation et les emplois à combler. Face à cela, il y a des dispositifs déjà qui existent, comme les écoles de production. Je ne sais pas si vous connaissez, si ce n'est pas le cas, je pourrais développer un petit peu. Mais afin d'attirer et de former différents profils, que ce soit ouvriers, cadres, et de répondre à la demande de ceux qui recherchent un emploi de type personnes éloignées de l'emploi, jeunes, personnes en reconversion, etc. Nous, on s'est intéressé dans les séminaires intersites à comment innover en fait en termes de parcours de recrutement.
Du coup, pour innover, en fait, France Travail nous a présenté deux outils que les partenaires de la fabrique et les territoires ne connaissaient pas forcément et qui nous ont semblé pertinents. On a à la fois la méthode de recrutement par simulation, donc MRS, qui permet de toucher des publics éloignés de l'emploi. Ici, la question de la formation ou de l'expérience n'est pas un problème de première instance, ni le CV en fait, puisque le candidat est vraiment jugé sur ses qualités. Et ensuite, c'est l'entreprise qui le forme spécifiquement au métier souhaité, ce qui permet de mieux adapter les compétences du salarié aux résultats attendus, du métier. La MRS, elle peut être mise en place par toute entreprise qui cherche à élargir le sourcing pour ses recrutements, afin d'identifier des viviers de compétences potentielles. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir un poste à pourvoir à un moment T en fait pour lancer une MRS. Je vous ai mis un exemple d'ailleurs, vous pouvez retrouver le lien sur YouTube. La société Axon Cable en Champagne, qui conçoit et fabrique des composants électriques, notamment pour l'aéronautique, a fait appel à cette méthode pour recruter. On a également une... Oui, Émilie, Oui, pardon, Sarah. Juste, est-ce que nous pourrons partager votre présentation avec nos spectateurs? avec plaisir. Ok, voilà. Comme la question est posée, merci, merci beaucoup pour le partage. Pas de souci. Et donc, en deuxième méthode, on a vu l'immersion professionnelle. Donc, l'immersion professionnelle également initiée par France Travail. Toute personne peut en bénéficier à condition de faire l'objet d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé. Donc, c'est pas forcément le fait d'être en recherche d'emploi. On n'est pas obligé d'être dans cette situation. Concrètement, c'est une journée donc, ou un mois. En fait, c'est une période courte, non rémunérée qui nécessite donc une convention spécifique pour maintenir le statut et les droits initiaux, et donc pour permettre à une personne de découvrir un métier en situation réelle au sein d'une entreprise. Donc pour les candidats, ça permet de vérifier si le métier leur convient et de provoquer la rencontre avec un éventuel employeur. Et d'autre part, pour l'entreprise, ça permet de découvrir un candidat, ses aptitudes et sa capacité à s'intégrer dans une organisation existante. Donc je vous ai mis également un exemple. Là, bah, tout simplement, quand vous allez sur le site de France Travail, vous cherchez les métiers dans l'industrie, etc. Là, on a la société Chesneau, Christian et Fils à Sarray dans le Grand Est avec l'exemple de polisseur sur métaux. Enfin, dans le cadre voilà, du sujet des difficultés à recruter et des enseignements qu'on a tirés, dans le cadre de la fabrique prospective au niveau local, Terre de Montségu, donc ici présent, a pour projet de créer un bac pro industriel généraliste avec 3 stages en entreprise, donc un dans chacune des 3 filières. Et je laisserai Montaigu voilà, présenter. Euh, Ensuite, dans un deuxième temps, pour ce qui est d'un deuxième enseignement, l'industrie est donc, comme vous l'avez vu, concernée par les transitions, que ce soit numérique avec la robotisation, l'industrie 4.0, et les transitions écologiques, donc tout ce qui est industrie verte, décarbonation et transition énergétique. Forcément, ces transitions ont un impact sur les métiers et les compétences qui leur sont associées. Donc, on a besoin de nouvelles compétences, par exemple, sur les métiers automatisés, en matière de recyclage, etc. Donc, en se projetant sur l'évolution des métiers, des compétences et des conditions de travail dans l'industrie de demain, le constat, c'est que certains métiers sont appelés à disparaître. Donc, par exemple, les métiers très en tension aujourd'hui, comme chaudonnier ou cariste, alors qu'ils pourraient être automatisés. Et d'autres sont voués à se transformer et d'autres vont apparaître, donc avec l'émergence de nouveaux modes de production, de transformation, etc. Tout ce qui a un lien aux énergies renouvelables, à l'économie industrielle et territoriale. Et donc à ce sujet, dans la fabrique prospective, on s'est appuyé sur un exercice de prospective réalisé par France Stratégie et la DARES. Donc là, vous avez le lien vers cette étude qui dresse un panorama chiffré des perspectives des métiers à horizon 2030. Donc ça concerne 13 régions métropolitaines et donc tout le territoire national. Ça a consisté à une modélisation de 3 flux, donc les macro-créations nettes d'emplois par secteur, les départs en fin de carrière dont je vous parlais tout à l'heure, avec 9 postes sur 10 à pourvoir à horizon 2030,
et les jeunes qui sortent de formation initiale et qui rentrent dans la vie active. Donc, au niveau des emplois industriels, la poursuite des tendances montre que certaines régions vont connaître des destructions d'emplois, en particulier celles liées au secteur automobile, où il est très présent avec l'arrêt de la production de voitures thermiques, telles qu'en Bourgogne-Franche-Comté, dans les Hauts-de-France, dans le Grand Est et en Centre-Val de Loire. En parallèle, les projections elles font état d'un nombre insuffisant de jeunes pour pouvoir tous les postes, en particulier dans les régions de l'Ouest métropolitain. Alors, malgré l'intérêt de cette étude et de cette connaissance qui est assez essentielle, pour l'instant, elle demeure uniquement à l'échelle des régions et elle n'est pas assez connue au niveau de l'échelle des territoires d'industrie ou des intercommunalités, et d'autant plus que ces projections ne sont pas connues par les acteurs locaux, donc qui ne peuvent pas se les approprier puisqu'ils n'en ont pas forcément connaissance. Partant de ce constat, il est difficile d'anticiper le besoin des futurs métiers sur les territoires et in fine des formations en fait, d'anticiper et les métiers et les formations. C'est pourquoi dans la fabrique, le recueil de la donnée locale a été identifié comme un enjeu partagé par les territoires. Par exemple, dans le cadre de la fabrique, la communauté d'agglomération du bassin de Brive, qui appartient au TI Brive-Tulle-Périgord-Noir, ils ont créé une action qui repose sur la construction d'une instance locale de suivi des filières. Donc là, je vous le présente rapidement, mais le territoire, vous pouvez le retrouver à la suite. L'instance locale serait composée de dirigeants d'entreprise, représentants de filières, partenaires sociaux, France Travail, le rectorat, des organismes de formation et bien sûr l'intercommunalité qui dirigera l'instance en coordination étroite avec les comités locaux d'entreprise. Donc cette instance aurait pour mission, entre autres, de présenter des études pertinentes pour renforcer la connaissance sur l'emploi local et elle a aussi pour but d'échanger sur les actualités porteuses et sur l'opportunité de construire des outils communs, voilà, avec l'ensemble des partenaires. Et ces séances seraient organisées avec une priorisation sur les secteurs connaissant des difficultés de recrutement. Euh, enfin, dernier enseignement qui correspond au dernier axe, le fait de promouvoir et renforcer l'attractivité des compétences et des métiers industriels, notamment par le fait d'attirer les salariés en valorisant la production industrielle du territoire et le savoir-faire qui en découle. Donc ici, dans le cadre de la fabrique, l'association du pays compiègnois, qui est une association loi 1901 qui regroupe l'ARC, donc l'agglomération de la région de Compiègne, la communauté de communes de la Plaine d'Estrée et la communauté de communes des Lisières de l'Oise, dans une optique de définition collective des projets de développement à l'échelle d'un bassin de vie et d'emploi. Donc, au terme des 4 séminaires locaux, l'association du pays compiègnois a créé une action qui vise à organiser un événement combinant la foire Made in Compiègnois et la fabrique 4.0. Donc, la foire, qu'est-ce que c'est? Elle vise en fait à inverser les foires initiales. Le but, en fait, c'est de promouvoir les produits et les savoir-faire locaux et de créer une fierté vis-à-vis des produits d'excellence du territoire et une valorisation des métiers et des compétences. Donc, la mise en récit au travers de l'histoire d'un territoire, d'une marque ou d'un savoir-faire, ainsi que la communication auprès des cibles, peuvent contribuer à l'amélioration de la réputation industrielle. Donc, c'est le but un petit peu de cette foire. Et également, l'idée, c'est de mieux coller aux attentes de certains salariés autour de thèmes forts comme le sens au travail et l'utilité. En fait, en ayant une idée du produit fini et de ce qu'on conçoit et à quoi ça sert, en fait, c'est plus intéressant pour certains salariés que des métiers voilà, où on n'a pas vocation à connaître la finalité du travail comme les métiers parfois déconnectés. De la finalité de ce qu'on fait. Euh, et donc, la fabrique 4.0, elle permet d'avoir une approche immersive et interactive pour les visiteurs et de découvrir concrètement les processus de production moderne et la diversité des métiers industriels. Et ça également, vous pourrez le retrouver sur les différents sites afférents.
Super. Merci beaucoup, Sarah, pour cette présentation. Avant de donner la parole à nos représentants des deux territoires d'industrie, j'ai juste une question qui nous vient des spectateurs. Alors, est-ce que ces questions d'évolution des emplois et des compétences sont prises en compte dans les CREFOP, donc dans les comités régionaux Sarah, je sais pas si Je sais pas si moi j'ai la réponse. le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation, je ne sais pas si les intervenants ont cette réponse. Euh, bon, on reviendra dessus. Je vous laisse peut-être supprimer le partage d'écran pour qu'on puisse se... avoir tout. Super, merci beaucoup. Alors, du coup, je vous propose maintenant d'exploiter plus l'axe numéro un, c'est-à-dire la question des parcours et des processus de recrutement. Je sais que c'était un point central, donc vous l'avez dit, Eric, pour le territoire Montaigu. Est-ce que vous pouvez nous, pour Terre de Montaigu, pardon, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les dispositifs que vous avez mis en place? Là, le bac pro généraliste a été évoqué par Sarah. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Oui, alors je vais juste repartir d'un peu avant la fabrique pour dire qu'on avait effectivement installé un dispositif depuis maintenant 2 ans que l'on appelle le dispositif ECLOR, qui veut dire Engagement collectif pour l'orientation des jeunes, un dispositif que l'on a mis en œuvre auprès de tous nos élèves de quatrième, ce qui représente 30 classes sur le territoire. Et c'est un dispositif dont on s'est inspiré sur d'autres territoires, qui consiste à faire parrainer une classe de quatrième par une entreprise industrielle qui, sur un nombre de séquences étalées sur l'année scolaire, va permettre à la fois une présence du chef d'entreprise ou d'un dirigeant d'entreprise s'adressant directement aux élèves, en présence du même enseignant systématiquement le long du parcours, sur la découverte des métiers nécessaires à, je vais prendre un exemple, à la fabrication, par exemple, d'un produit alimentaire ou à la fabrication d'une pièce usinée ou à la fabrication d'un robot. Voilà. En fait, on part sur un parcours pour faire découvrir la chaîne des métiers nécessaires dans cette entreprise industrielle pour fabriquer ce produit-là. En parallèle, sur ce dispositif, il y a des temps d'éveil du jeune à la sensibilisation à l'orientation. Donc, d'éveil du jeune sur ce qu'il est, sur ce qu'il a envie, sur ce qu'il n'a pas envie, sur ce qu'il pense, sur des images qu'il peut avoir en tête de tel ou tel métier. Donc, il y a tout un livret pédagogique accompagné par les enseignants et avec le dirigeant d'entreprise. Donc, on a des ateliers chaque année de co-construction du binôme enseignant-entreprise et ensuite des temps, 20 heures de classe, 20 heures de temps classe qui se finalisent, c'est pas le bon terme, puisque à un moment donné de l'année, il y a le temps de visite de l'entreprise. Donc, on a beaucoup changé les regards aussi sur nos métiers, puisqu'auparavant, il y avait beaucoup de visites d'entreprise, mais qui n'était simplement que la visite. Les élèves montaient dans le bus au collège, partaient visiter l'entreprise, revenaient et enchaînaient sur un cours de français ou de maths. Aujourd'hui, on a construit la visite en amont pour comprendre ce qu'ils allaient aller voir sur le territoire et comprendre l'entreprise. Et dans ces ateliers-là d'orientation, on a aussi un atelier spécifique à la découverte du territoire et du tissu économique du territoire. Donc en fait, porté par les enseignants ou parfois par nous-mêmes, hein, élus ou collaborateurs du développement économique, on intervient en classe sur un atelier pour comprendre c'est quoi notre territoire, c'est quoi la chaîne économique, c'est quoi l'industrie, c'est quoi du service, c'est quoi du commerce, c'est quoi de l'artisanat, avec des mots adaptés au vocabulaire de quatrième. Donc ça, on l'a depuis 2 ans, on l'avait mis en place depuis 2 ans, et le but est de le faire modifier, le faire avancer pour qu'on arrive à ce que le stage de troisième, le fameux stage d'observation de troisième, soit le plus en adéquation possible avec le travail que le jeune a pu mener sur l'année de quatrième et qu'on soit moins dans un stage choisi par proximité d'un cercle familial ou d'un cercle amical, mais plus sur un stage volontairement choisi par rapport à un début de choix ou de construction du jeune dans Et vous son... avez vu une progression justement sur les choix des stages ou ça vous mesurez ou pas du tout? Alors là, justement, on est sur l'année où on rentre en mode collaboratif avec les entreprises pour justement la découverte et l'offre de stage, pour faire rentrer l'adéquation entre le vivier de stage potentiel et le nombre de jeunes qui cherchent son stage. C'est aussi un travail dans la finesse pour que les établissements scolaires ne soient pas sur toutes les mêmes périodes pour le stage, qu'on soit éloigné de certaines périodes pour que les entreprises puissent offrir ces capacités d'accueil de stage et non pas tous à la même période, parce on parle de quasiment 1000 élèves, donc
On a besoin d'avoir un planning un peu établi et aussi comment dans toute entreprise, si elle en a la volonté, est-ce que dans ces entreprises-là, comment est-ce que j'accueille mon stagiaire de troisième? Comment je peux faire en sorte qu'il ait un parcours à minima de découverte un peu de mon entreprise ou de mes métiers que je propose dans mon entreprise. Donc ça, c'est le travail qu'on est en train de mettre en route sur cette troisième année de conduite d'Eclore. Mais les effets bénéfiques, c'est un, l'ouverture de l'entreprise sur le monde de l'éducation nationale et deux, l'inverse, l'ouverture du monde de l'éducation nationale sur l'entreprise. Donc des dialogues se sont créés déjà de manière complètement différente et au bénéfice des élèves et des jeunes pour choisir leur orientation. Et du coup, j'arrive sur notre sujet de bac pro industriel, enfin inter-industrie ou généraliste, c'est qu'à l'issue de ces parcours d'éclore, on est aussi rentré en discussion beaucoup plus forte avec les établissements scolaires pour essayer de savoir où allaient nos jeunes après la troisième. Nous n'avons pratiquement pas de centre de formation sur le territoire, à part un ou deux. Nous ne sommes pas dotés de centres de formation. Et on a découvert, évidemment, qu'après la troisième, bon nombre de jeunes, soit poursuivaient un parcours généraliste dans des lycées présents sur le territoire, ou soit partaient sur des voies professionnelles à l'extérieur du territoire, ce qui en soi se comprend complètement. Mais on s'est dit, est-ce qu'il y a une carte à jouer sur un territoire aussi jeune que le nôtre, avec le nombre d'entreprises implantées et le nombre d'emplois salariés que j'expliquais. Et c'est là où la fabrique nous a permis, dans un cadre d'action plus global en faveur de l'emploi industriel et en faveur de notre vivier de jeunesse et notre vivier d'entreprise, d'aller sortir cette proposition d'action qui tourne autour de ce bac pro généraliste industriel. Alors, il n'existe pas aujourd'hui tel qu'il a été pensé, nous, au sein de la fabrique prospective. Il faut bien savoir que on n'est pas en train de se dire qu'on va révolutionner et créer un bac pro comme ça en claquant des doigts, parce que, un, ce ne sont pas dans nos mains de territoire, on n'a pas la main pour le porter, nous, à ce titre-là. Il existe aujourd'hui plus de 90 bacs pro en France, si je ne dis pas de bêtises, donc chaque bac pro a des référentiels spécifiques. Mais du coup, le centre de formation qui est présent sur notre territoire, qui est un centre de formation historiquement tourné autour du bois et qui s'est tourné petit à petit autour de l'agencement, a une gouvernance d'entreprise qui leur a donné les clés pour dire, bah, écoutez, travaillez avec Terre de Montaigu pour réfléchir à cette sortie-là de bac pro inter-industrie plus généraliste. Et les entreprises autour de la table nous ont fait part de leur souhait d'être partie prenante pour construire ce bac pro. Donc là, on en est au stade où on a, dans les référentiels des bacs pro en France, on en a repéré un qui s'appelle pilote de ligne, qui, je trouve, n'a pas un mot très adapté à ce que vont en faire, mais en tout cas, son référentiel se rapproche de ce que l'on souhaiterait faire découvrir à l'intérieur de ce bac pro. On a des leviers juridiques pardon, à lever, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas permettre l'alternance pratiquée en bac pro avec plus de deux entreprises. C'est un peu compliqué la règle, mais en tout cas, au-delà de deux entreprises, ça devient compliqué, deux entreprises accueillantes. Donc, on a 7 ou 8 entreprises aujourd'hui moteurs avec ce centre de formation présent sur notre territoire qui souhaitent aller vers l'usage de ce bac pro déjà existant pour le faire s'ouvrir à plus d'entreprises de trois filières différentes. Pourquoi je viens de le dire, comment ça va se traduire? On n'en est pas encore au stade de la traduction écrite de tout ça, parce qu'en fait, il faut passer par des leviers qui sont des groupements d'employeurs, il faut créer des groupements d'employeurs spécifiques, et derrière, il y a la notion du jeune. S'il rentre dans son bac pro, on ne va pas lui dire de faire 3 mois d'alternance dans une entreprise et de le changer systématiquement après. Il faut aussi lui assurer une certaine stabilité au sein de telle ou telle entreprise. Donc, en fait, le montage à l'intérieur de la découverte des métiers de l'industrie, mais de manière assez généraliste, avant de se spécialiser sur une peut-être dernière année de bac pro qui irait le mener vers un champ spécifique ou une année spécialisante autre, on en est dans ce travail-là. Mais la fabrique nous a fait sortir ce sujet-là et a fait sortir un grand intérêt chez, je vous le disais, 7 ou 8 entreprises, plus le centre de formation présent sur le territoire, mais aussi les autres extérieurs, et notamment notre centre de l'UMV, de l'UMM, on va dire, qui a porté son intérêt à nous répondre aussi présent, parce qu'eux, ils ont un plateau technique à 40 km de chez nous, et où ils se disent qu'il y a un enjeu à travailler ensemble. On ne reconstruira pas un plateau technique chez nous. On n'ira pas injecter des dizaines de millions d'euros dans des plateaux techniques tous les 40 km, j'imagine. Mais en tout cas, se servir de ces plateaux et former aussi sur le territoire, ça peut être un enjeu de faire de la formation hybride en termes de localisation. Donc le bac pro, je dirais, l'action phare qui est ressortie de notre fabrique prospective. Nous irons pas à pas. Communément, on l'a décidé avec les entreprises et les centres de formation. Parce que si nous attendions d'avoir la version telle qu'elle est sortie de nos ateliers séminaires locaux de la fabrique, il nous faudrait des années, je pense, pour pousser les portes aussi de l'éducation nationale et créer ce nouveau bac pro quelque part. Ouais, c'est ce que Je j'allais vous préfère demander. adapter sur un référentiel existant et peut-être aller lever quelques freins. On travaille aussi avec l'État, on travaille avec la DETS sur ces sujets-là
pour lever quelques freins juridiques et permettre de proposer cette alternance sous cette forme de bac pro un peu nouvelle formule. Et vous espérez pouvoir le proposer aux élèves à partir de quand? Et là, si Raisonnablement? tout va bien, on peut espérer que septembre 2026, on ait une proposition. Ok, super. Super. Euh, Avant de passer la parole à Virginie Murier sur ces questions de parcours, je crois aussi que vous Oui, aviez s'il vous plaît, vous développé. m'entendez? Oui, ah, Monsieur Brisset, Très bien. on vous entend. Alors Ouais. oui, on vous voit plus, mais on vous entend. Attendez, je vais mettre la caméra, c'est bon. Voilà. Super, J'ai merci. changé j'ai changé de micro. Bon, bah fantastique. Là, effectivement, ça fonctionne très bien. D'accord. Ok, bah Bon, alors bon, j'avais j'ai deux. entendu. Je m'excuse hein, pour ces désagréments. Il n'y a pas Bon, de souci, c'est. j'ai pu suivre l'entièreté des débats, des propos de chacun. Bon, voilà. Maintenant, on laisse Virginie Muriel intervenir sur. On prendra la suite derrière. D'accord. Oui, je voulais juste évoquer la question de la pépinière de formation qui doit ouvrir aussi en 2025, il me semble, du côté de Territoire de Montaigu, de Terre de Montaigu, excusez-moi, de Exactement, Terre de oui. Montaigu. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots avant de Oui. passer la parole à Virginie Murier? Deux mots rapidement, c'est que là aussi, lors de la fabrique, il s'est avéré que les sujets de formation, donc avec le paysage qui existe dans les formations autour de notre territoire, avant qu'on s'en imprègne véritablement, on pouvait penser que les centres de formation, naïvement, viendraient s'implanter chez nous en claquant des doigts parce qu'on avait un vivier de jeunes et un tissu d'entreprise. Bon, c'est pas comme ça que ça se passe, on se rend bien compte. Donc, en fait, on s'est dit comment pouvoir aussi répondre à une envie éventuellement de centres de formation ou de parties de formation de se dispenser sur nos territoires. Tout ça pour éviter quelques freins que peuvent être la mobilité ou le logement pour nos jeunes qui doivent quitter le territoire. Comment est-ce qu'on peut s'associer avec d'autres centres de formation pour dispenser une partie des cours? Et un autre sujet qui est venu lors de la fabrique, qui n'était pas notre cœur de sujet de fabrique véritablement, mais qui est un sujet, les entreprises entre elles se sont, comment dire, rapprochées pour se dire, mais nous, parfois, on a besoin d'aller former des collaborateurs à l'extérieur de l'entreprise, de ne pas être en interne de l'entreprise, soit parce que la formation nécessite qu'on soit à l'extérieur du lieu où on travaille, ou soit parce que aussi on a un, deux ou trois collaborateurs à former, mais que ça n'est pas suffisant pour créer un groupe de formation, alors que peut-être que mon entreprise voisine ou l'entreprise du territoire qui est peu distante aurait le même besoin que ça. Mais du coup, où est-ce qu'on va? Comment on fait? Sur ces appuis-là, et puis troisième sujet, pardon, que je dis qui sort complètement du cadre de la fabrique, mais les territoires sont aussi employeurs. En l'occurrence, sur nous, sur Terre de Montaigu, nous sommes employeurs dans la filière médico-sociale. Nous avons un bon nombre d'EHPAD à gérer et à ce titre-là, nous avons des tensions dans nos métiers aussi autour des EHPAD, et notamment les métiers d'auxiliaire de soins, des soignantes. Et c'est pénurique chez nous. Et du coup, on avait aussi un enjeu de se dire comment est-ce qu'à un moment donné, la formation, globalement, au-delà simplement de l'industrie, comment est-ce qu'on peut y répondre, comment est-ce qu'on peut avoir un outil pour y répondre. Et donc, du coup, on a fléché un lieu. Il se trouve que le territoire est en déménagement de son hôtel d'agglomération, donc on a une partie d'un lieu qui pourrait être fléché. Et là, c'est très concret, très pragmatique, puisque on va ouvrir ce lieu, on va amener les travaux dans les semaines qui viennent. On ouvre le lieu pour août 2025, un lieu qui va offrir une capacité de salle de formation, mêlant évidemment tout ce qui va autour de l'accueil de stagiaires, qui va être la partie possibilité de restauration sur place, lieu de convivialité, lieu d'échange, lieu de transversalité, des bureaux également dédiés pour des formateurs qui viendraient dispenser des formations. Et là, on sait que pour la rentrée de septembre, on a un premier prospect qui affirme être présent, qui va être dans le domaine de l'auxiliaire de soins, mais on a rencontré nos entreprises la semaine dernière pour faire un peu notre clôture de fabrique localement, qui elles aussi ont éveillé ces sujets-là en se disant, mais nous, on est intéressés pour leur propre formation en interne de venir dans ce lieu extérieur et aussi les centres de formation qui sont plus loin de chez nous, avec lesquels on est en train de bosser pour qu'ils puissent dispenser des cours parfois ici. C'est-à-dire qu'on ne déplace pas toute une logistique, on ne déplace pas un plateau technique, mais le formateur, lui, peut revenir sur un lieu secondaire. Et ce lieu-là, quelle vocation il a, au-delà de ce que je viens de vous dire, c'est qu'en fait, il a tout simplement un lieu d'être un peu expérimental. C'est de se dire, il y a des centres de formation qui peuvent venir tester de l'offre de formation chez nous. On offre la partie, on offre, façon de parler, hein. Il y a un loyer derrière, évidemment, mais qui est un loyer qui supporte juste les coûts de gestion, mais on met à disponibilité un ensemble immobilier et peut-être qu'au bout d'un, deux ou trois exercices, le centre de formation trouvera un modèle économique qui pourrait correspondre éventuellement à son implantation sur le territoire et de ce fait investir notre territoire sur des secteurs tertiaires où nous avons là du potentiel foncier important. Oui, et corriger l'écueil d'un manque de centres de formation, vous Exactement. disiez Tout à en fait. amont. Pour reboucler la boucle de notre vivier de jeunes et de notre vivier Exactement. d'entreprise.
Ok, super. Merci beaucoup, Eric. Alors, je vois pas mal de questions qui nous arrivent sur la question du financement. Je les garde en tête. Mais je voudrais d'abord poser la question à Virginie Meurier sur la façon dont votre territoire a réinterrogé les pratiques en matière d'orientation des jeunes. Vous avez plus insisté, vous, sur l'axe 2, ce qui est relatif à la valorisation des métiers. Mais donc, j'ai l'impression que ces deux sujets sont un peu liés au sein de votre territoire. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce que vous avez mis en place? Virginie, votre micro est coupé. Là, cette fois. Et elle est coupée toujours. Je le vois coupé chez nous. Ah, Voilà. ça y On est, n'est pas très bon au niveau technologie, on est meilleur en accompagnement à l'orientation et à la valorisation des métiers, c'est ça le me plaît. principal. Juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit en dehors de la fabrique, effectivement, on travaille aussi sur cette question des territoires apprenants. Et effectivement, les démarches, le dispositif territoire d'industrie nous y a aidé, notamment dans le cadre de l'appel à projet Apprendre dans les territoires, qui était fléché aussi sur les actions cœur de ville et les PVD, et qui nous a permis à la fois donc à Montbrison, mais aussi à Thiers, une autre communauté de communes qui fait partie du territoire d'industrie, d'implanter une antenne du CNAM et de répondre justement à ce besoin d'une offre de formation au plus près des habitants et des entreprises. Voilà, je ferme la parenthèse, mais peut-être que M. Forestier y reviendra tout à l'heure dans sa conclusion. Donc nous, effectivement, sur la question des parcours d'orientation et puis euh, notamment auprès des jeunes, puisque c'est la cible qui a été choisie euh, pour travailler dessus, parce que c'est vrai que le sujet est tellement vaste qu'il a fallu quand même un petit peu resserrer le focus de manière à verser assez vite dans quelque chose qui soit très opérationnel. On l'a peut-être pas forcément dit dans l'introduction, mais l'enjeu de pouvoir mobiliser des acteurs, des entreprises, c'est vraiment de pouvoir garantir un produit de sortie de ce type de réflexion, parce qu'on voit bien que dans la mobilisation qu'on doit faire, où chacune des structures, acteurs, partenaires a des objectifs un petit peu divergents, pouvoir être pragmatique, proposer des choses opérationnelles qui peuvent être mises en œuvre rapidement, c'est tout l'enjeu de nos réflexions, à la fois des choses sur le temps long, on va construire pour l'avenir, mais aussi voilà, être sur des produits de sortie qu'on puisse déployer assez rapidement. Donc, sur cette question de l'orientation des jeunes vers l'industrie et notamment des jeunes dits invisibles, c'est-à-dire des jeunes qui, dans leur parcours, on le voit bien, sont un petit peu en dehors aujourd'hui des parcours classiques d'accompagnement à l'emploi, voire même parcours de formation classique pour préparer un métier. On a identifié un enjeu donc d'identification de ces invisibles. Par définition, aller repérer les invisibles, c'est quelque chose un petit peu compliqué. Euh, voilà. Donc, on était plutôt dans l'idée de mettre en place, en fait, alors, on a appelé ça des équipes projets opérationnelles, mais c'est plutôt mettre autour de la table toute une série d'acteurs qui soient à la fois différents et complémentaires. Ça va des associations, des éducateurs, bien sûr, les collectivités territoriales et au niveau de la commune, qui souvent est le premier maillon dans la connaissance de ces publics et notamment de ces jeunes un petit peu en rupture, et les employeurs aussi. Et puis l'idée, c'est voilà, de voir comment on arrive à les capter. Une fois qu'on a réussi à les identifier, comprendre la situation de non-recours, si tant est que ce soit face à ça qu'on soit confronté, ou bien essayer par tous les moyens qu'on va pouvoir trouver, de les remettre dans un parcours un peu plus construit. Il y a des expériences qui ont d'ores et déjà été engagées, notamment de type, alors par des associations, par exemple, on a l'association Chez nous Face Loire qui travaille beaucoup sur ces sujets-là, des actions de type job in bus, c'est vraiment voilà, c'est un bus qui se déplace, qui va à la rencontre, qui essaye de susciter, d'identifier, souvent c'est dans les quartiers, avec l'objectif de pouvoir présenter les métiers de l'industrie et justement pouvoir être en capacité de proposer des solutions. Bien sûr, dès lors qu'on va être sur des jeunes qui sont en rupture ou éloignés de l'emploi, parfois, il va falloir une étape intermédiaire pour pouvoir les remettre en emploi. On met pas un jeune en rupture en industrie tout de suite, ni même dans n'importe quel emploi. Et après, il y a d'autres structures, il y a d'autres choses qui prennent le relais avant ça, et notamment tout ce qui va tout toucher à la question de l'insertion. Et là, effectivement, réapprendre le savoir-être en entreprise, le savoir-être tout court, un petit peu des notions comportementales de base. Ce sera
déjà aussi le premier niveau d'accompagnement. Alors là, c'est pas le territoire d'industrie qui le prend en charge, hein, ce sera les structures qui sont disponibles ou les types d'outils qui sont déjà Vous travaillez avec les portés missions par locales? les collectivités qui sont membres de ce TILTAM. Dans le cadre, par exemple, de leur fort agglomération, on est porteur d'un atelier chantier d'insertion. Donc, on a aussi cet outil à disposition. Alors, dans des métiers très, très basiques, on est très loin de l'industrie, mais pour justement travailler sur ce savoir-être et ce retour, ce premier retour à l'emploi, avant d'envisager effectivement une immersion d'une manière ou d'une autre, plutôt vers l'industrie où effectivement il y a des possibilités d'emploi et d'accompagnement. Excusez-moi, vous travaillez avec les missions locales, vous avez des missions locales qui sont assez proches des jeunes finalement, enfin, qui sont souvent en rupture. Ils vont se tourner plus facilement vers les missions locales. Je ne sais pas si vous avez des missions locales. Oui, Oui, vous travaillez bon, avec eux. oui, donc, Monsieur Jean-Paul Forestier est président de la mission locale. Mais oui, Ben voilà. effectivement, la mission locale fait partie des acteurs qu'on a donc Mm. dans notre tour de table institutionnel. Ouais. Ouais, ouais, ils font un travail formidable. Ok. Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Ah, pas de souci. Ok, et j'enchaîne directement sur cet axe 2 parce que c'est aussi très tourné vers les jeunes, la façon dont vous valorisez les métiers. Vous avez mis en place des dispositifs assez ludiques. Vous avez choisi cette voie pour attirer les plus jeunes publics vers les métiers de l'industrie. Est-ce que là aussi, vous pouvez un peu nous présenter ce que vous avez mis en place? Oui, donc ce sont des approches qui sont basées sur la notion d'escape game, avec là un double objectif, c'est faire connaître la réalité de l'industrie aujourd'hui pour agir sur une image qui est parfois un petit peu dégradée ou voire complètement dévoyée. Ça peut être le cas, voire une méconnaissance totale ou quelque chose à laquelle on ne pense pas. Et là, par exemple, typiquement sur le public féminin, jeune fille, là, c'est, voilà, on est encore un niveau au-dessus. Et en même temps, les amener à réfléchir à leur parcours d'orientation à travers la connaissance de métiers. Et là, en l'occurrence, souvent, l'entreprise, qu'elle soit industrielle ou pas, là, en l'occurrence, on travaille avec les entreprises industrielles, offre cette panel d'outils, cette panel de métiers, parce que dans une entreprise industrielle, vous allez avoir des ressources humaines, vous allez avoir des finances et vous allez bien sûr avoir tout le volet production en tant que tel, qui est la caractéristique même d'une entreprise industrielle. Donc l'objectif, c'est à travers donc un escape game, donc un parcours d'énigmes qui est construit et mis en place au sein d'entreprises qui sont volontaires pour travailler avec nous sur ce sujet. C'est amener les groupes de jeunes, donc souvent c'est des classes de troisième, quatrième, donc on travaille avec les collèges du secteur, en essayant de passer notamment par les clés, on l'a évoqué tout à l'heure, pour justement voilà, trouver ces entreprises, ces établissements qui sont volontaires et qui sont assez demandeurs. On a aussi justement des jeunes que la mission locale va orienter vers ce type d'action. Donc, on travaille avec eux en tant que prescripteurs. Pôle emploi aussi qui peut être amené à cibler des publics intéressés, voire des publics plus éloignés quand l'opportunité se présente. Mais là, en général, on fait un groupe spécifique. Mais donc, c'est un parcours d'énigmes et l'idée, c'est que chaque, euh, chaque énigme, en fait, amène soit le jeune ou le groupe de jeunes à être dans une posture métier. Imaginons que l'énigme soit, on va dire, quelque chose qui touche à la question d'un dessin industriel. La résolution de l'énigme va amener le jeune à être en situation de faire de construire un schéma pour la construction ou pour un plan qui va être utilisé dans la fabrication de l'entreprise. Ça peut être produire une pièce, une petite pièce d'usinage où effectivement, voilà, arriver à produire la pièce, c'est ce qui va permettre de résoudre l'énigme. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là. Et chaque étape, en fait, ça donne à voir ce que peut être la réalité des métiers de l'industrie. Donc voilà, c'est des choses qu'on organise. Alors, il faut trouver les entreprises volontaires. En règle générale, euh, l'entreprise qui est volontaire, c'est déjà une entreprise qui est déjà bien engagée sur la question de l'accueil des stagiaires, l'accueil des alternants, donc qui a l'habitude aussi d'accueillir des jeunes dans ces locaux. Euh, donc on essaye vraiment d'élargir le plus possible. Et puis bien sûr, l'enjeu, c'est de trouver des entreprises, comment dire, qui vont donner envie. On a des entreprises aujourd'hui industrielles qui n'ont pas forcément beaucoup évolué. C'est bien évident qu'on ne va pas emmener un groupe de jeunes dans une entreprise où on va dire
l'outil de production ou l'atelier de production est extrêmement bruyant, extrêmement sale. On a encore des entreprises qui travaillent comme ça. L'idée, c'est aussi de donner envie. Alors, pas complètement de donner une image euh, complètement déconnectée de la réalité, mais il y a des belles entreprises avec des ateliers de production modernes où effectivement, on est quand même sur un métier assez, une vision, enfin, une idée du métier un petit peu différente de ce que c'était avant. Oui, merci beaucoup. Du côté de Terre de Montaigu aussi, est-ce que vous avez mis en place des dispositifs particuliers dans le cadre de fabriques prospectives ou pas d'ailleurs, pour valoriser les usines, enfin en tout cas les entreprises locales auprès des jeunes publics? Oui, il y a eu deux Et des dispositifs. familles d'ailleurs, parce que je dis les jeunes publics, mais il faut séduire aussi Mais les familles généralement, qui on a eu peuvent avoir un, une image dégradée de l'industrie, pour dire le moins. on a eu un premier dispositif qu'on a accompagné qui a été porté par 5 entreprises industrielles du territoire qui sont venues avec des machines, avec des robots, avec des dispositifs spécifiques, internaliser une salle des fêtes au centre du territoire. Donc on avait des robots qui activaient, alors parfois c'était un peu ludique, jeu, ils activaient des bras de baby-foot par exemple. On a eu des manipulations de doseuses numériques, on a eu des soudeuses numériques aussi également, et qu'on avait rendu disponible à tous les élèves qui souhaitaient la visite le vendredi et ouvert aux familles le samedi. Et on a eu pas mal de reports d'élèves qui étaient venus le vendredi qui sont revenus avec les parents le samedi en fait, du coup pour visiter. Alors, c'était pas de la fabrication en tant que telle, puisque c'était de la machine plutôt importée dans un lieu, mais par contre, c'était porté par les salariés des entreprises. On s'était appuyé sur des équipes salariées d'entreprise qui étaient présentes le vendredi et le samedi pour discuter. Et on avait aussi pas mal appuyé le vendredi sur la présence des apprentis des entreprises qui étaient très valorisés à être là et à parler de ce qu'ils apprenaient dans chaque entreprise à l'appui d'un outil ou autre. Et ça, la conclusion de cette rencontre-là organisée par 5 entreprises, ça a été, d'un point de vue de l'éducation nationale, le retour des enseignants a été de se dire, ça a surtout capté les élèves de cinquième, parce qu'en fait, c'était le geste qui parlait. Et donc, ça nous alimente, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure dans le cadre du parcours Éclore, donc l'orientation des jeunes, ça nous alimente à ouvrir une petite partie d'Éclore en cinquième sur les découvertes du geste des métiers industriels. Donc, on y travaille aussi avec les entreprises là pour savoir comment on pourrait faire ça. Et l'édition des coulisses de l'industrie se renouvelle pour cette année. Et puis, autre édition qu'on a fait, c'est cette année passée, 2024, où là, on a mené, on a coordonné et on a animé ce qu'on a appelé sur le territoire nos fabuleuses, fab en majuscule, huleuses, nos fabuleuses pour le côté fabrication, pour le côté fab. On avait 31 entreprises qui ont adhéré au dispositif. Donc là, on était sur une dizaine de jours. On a accompagné les entreprises qui étaient volontaires. On les a aussi ciblées pour certaines à créer des visites immersives. Donc là, on a eu plus de 1000 visiteurs sur les entreprises, sur la trentaine d'entreprises. Et sur les 30 entreprises qui ont participé, 94% ont reçu des CV, en fait, à l'issue des visites. Donc on a voulu des visites immersives parce qu'on n'en voulait plus des visites où juste la porte s'ouvre et quelqu'un derrière accueille son CV avec deux, trois expos photos dans le hall ou autre. On voulait vraiment que le visiteur soit immergé. Donc, on a mouillé les responsables des entreprises. On a pas mal travaillé avec aussi les collaborateurs au sein des entreprises. Plusieurs effets très positifs. Un, bon, évidemment, ça a rencontré du succès parce que c'était quand même pas mal d'avoir plus de 1000 visiteurs sur ces visites-là. Mais un autre sujet, c'est la valorisation pour les collaborateurs en entreprise d'avoir pu parler de leur métier à des visiteurs. Et là, c'était vraiment une réussite. Bon nombre d'entreprises, c'était la première fois qu'elles ouvraient leurs portes, parce qu'on les a accompagnés à savoir comment ouvrir leurs portes et comment parler des métiers dont elles ont besoin et comment montrer un produit, comment on fabrique, comment on usine, comment voilà, toutes ces manipulations qu'il peut y avoir autour de la fabrication au sein des industries. Ça a été très positif pour aussi bon nombre de parents qui sont venus voir des lieux, réfléchissant parfois à des alternances avec leurs jeunes. On sait qu'on a un volet à travailler spécifiquement là-dessus, certainement sur le créneau 16-18, où on peut aller encore plus loin. L'opération sera renouvelée, plutôt validée tous les 2 ans. C'est assez lourd en termes de gestion pour les entreprises comme pour le territoire. Mais effectivement, ça a été un lien fort de l'entreprise qui s'ouvrait à la population. Puis on a eu des curieux. On assumait, en fait. On assumait en ouvrant d'avoir aussi des curieux, parce que n'importe quel curieux peut être prescripteur aussi
de ce qui se passe au sein d'une entreprise et dans son cercle familial ou amical. Donc, tout le monde peut être prescripteur des métiers d'industrie. Donc, on Oui, c'est connaît. comme les journées du patrimoine, quoi. Les gens aiment aller voir, Exactement. aller C'est visiter leur, exactement ce qu'on a leurs décliné. On usines a même locales, hein. décliné un peu sous la même forme. On l'a Exact. pas appelé comme ça, parce qu'on l'a appelé nos fabuleuses pour mettre un peu en avant ces métiers industriels. Ouais. Mais c'est exactement dans la forme des journées du patrimoine sur une dizaine de jours. Et les créneaux Mm. étaient libérés par les entreprises et on a fait une communication portée sur un site dédié numérique pour s'inscrire. Et il y avait des créneaux matin, après-midi, du samedi, du soir. Tout le monde proposait le nombre de créneaux qu'il voulait et accueillait. Et à chacun, il était demandé qu'à chaque issue de visite, des groupes de 10, de 15 ou parfois même de 20, à chaque issue de visite, il était demandé à ce qu'il y ait un temps de débrief entre le responsable d'entreprise qui avait fait la visite et les visiteurs. Et Et vous donc, pouvez nous c'était une redonner communication. le chiffre que vous avez donné tout à l'heure sur les CV? Combien? On a eu 94% des boîtes qui ont reçu un CV. Ouais, Ah ouais, super. Ok. ouais, ouais. Ok. Voilà. Juste, j'ai une petite question, Virginie, au sujet des escape games. C'est qui développe les énigmes? Est-ce que c'était les entreprises accueillantes? Non, c'est le jeu, il est clé en main. Donc on a fait produire, alors par contre je ne pourrais pas vous dire auprès, enfin je sais pas le nom de l'entreprise qui l'a fait, mais le Tiltam, enfin le territoire d'industrie est propriétaire de son propre jeu. Voilà. Mais on a aussi des associations, notamment une association sur le territoire qui s'appelle l'Emploi Loire Observatoire, qui a aussi son propre jeu d'énigmes et qui peut venir le proposer soit en entreprise, soit même dans des salons type job dating ou des forums de l'emploi, où voilà, il y a différentes versions des jeux qui existent. Donc nous, on est sur quelque chose de clé en main. Ok, merci. Jean-Paul Forestier, je vous propose qu'on aille maintenant sur l'axe 3 dans le cadre de Fabrique Prospective, c'est-à-dire le portefeuille d'action pour attirer les salariés, leurs familles sur le territoire. Comment vous avez traité de cette question au sein de Tiltam? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Enfin, qu'est-ce que vous avez Alors, identifié comme prioritaire sur ce sujet? oui, au niveau, ce que je voudrais rajouter, enfin, par rapport à Oui, je vous en prie. les propos qui ont été rajoutés, qui ont été mis, c'est qu'aujourd'hui, au niveau des entreprises, on est quand même dans un schéma différent il y a 10, un très peu de temps, une dizaine d'années. Aujourd'hui, il faut savoir que les entreprises, eh bien, elles ouvrent leurs portes, alors qu'il y a 10 ans, c'était un petit peu l'effet inverse. On allait taper aux portes pour essayer d'entrer dans l'entreprise. Aujourd'hui, le monde est complètement différent. On est les entreprises, celles qui veulent bien s'investir, mais bon, tout entrepreneur sait très bien qu'il faut préparer l'avenir. Et aujourd'hui, il y a quand même un manque de main-d'œuvre dans les entreprises d'industrie. Et c'est pour ça que, à travers les actions qui ont été entreprises au sein de Tiltam portent leurs fruits parce qu'on va vers des entreprises qui sont quand même innovantes, qui vont de l'avant. Et ces escape games ont permis de découvrir différemment l'entreprise. Alors aujourd'hui, vous savez qu'à travers Virginie Marie a parlé moi, de la mission locale. Effectivement, je suis président de la mission locale depuis quelques années. Donc la mission locale intègre les jeunes et qui plus est, depuis la loi travail de décembre 2023, qui fait que le travail pour tous, enfin, c'est-à-dire faire entrer dans le monde du travail des jeunes ben, aujourd'hui qui sont des titulaires de RSA et qui ne sont pas visibles. Donc, ils vont rentrer par un guichet, soit par France Travail, soit par la mission locale. France Travail guide vers la mission locale tous ces jeunes qui ont 16 et 25 ans accomplis, ce qui permet de passer tout le monde au crible. Le, concernant, concernant donc les actions, donc les entreprises doivent se faire connaître et se faire. C'est une entreprise, à travers les entreprises industrielles qu'on pourra avoir sur notre secteur. Tout à l'heure, on l'a dit, on a beaucoup de métallurgie, beaucoup de travail lourd. C'est pas nécessairement du travail de seconde zone. Aujourd'hui, quelqu'un qui travaille sur des machines à commande numériques, il peut rentrer le matin en costume, peut ressortir le soir en costume pratiquement. Hein. Si on peut mettre la loupe un petit peu sur le comportement. Donc, les escape games ont permis à toutes ces entreprises, elles y retrouvent un retour quand même. Elles y retrouvent un retour. Elles font d'autres actions, donc on n'est pas nécessairement au centre de celle-là.
D'autres actions sur l'entreprise, également, c'est les journées d'éducation à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire on réunit, on l'a fait en 2024, récemment, au mois de décembre ou au mois de novembre, une entreprise, ça s'appelle Entreprise pour apprendre, pour entreprendre. C'est-à-dire qu'on réunit à peu près, attendez, on a réuni à peu près 104 jeunes à Montbrison, c'était en décembre 24, avec 14 membres issus d'entreprises, des menteurs qu'on appelle, menteurs de l'entreprise industrielle du territoire de Loire-Forain. Euh, alors, on a réuni ces jeunes avec un projet qui était mené par un mentor et qui, à la sortie de la journée, était passé devant un jury pour déterminer un petit peu leur action, quelle soit leur action industrielle, commerciale. Elles n'abordaient pas le point de vue financier. Et le soir, il y avait un jury qui déterminait un petit peu le projet le plus abouti. Voilà. On a également le Forum de l'emploi. Le Forum de l'emploi qui est toutes les années sur Montbrison, enfin sur le secteur, la place centrale de Montbrison. C'est 100 entreprises, près de 1000 personnes qui assistent donc, c'est pour toute personne, quel que soit leur âge et leur demande. Et là, ce qu'on fait, c'est à travers le Var-Forêt, on essaye de favoriser la mobilité de tous ces gens-là pour venir à ces rencontres. Alors, donc, c'est très intéressant. Bon, c'est quelque chose qui existe depuis quelques années, mais il y a de plus en plus de demandes liées à cette journée. Le matin, à partir de 9 heures, c'est des guichets. Chaque entreprise a un guichet et c'est des files d'attente. Des files d'attente. Donc, on a parlé tout à l'heure, on a parlé, alors on l'a abordé un petit peu. On parlait là maintenant de la qualité de vie. Si vous aviez mis en place des choses particulières pour votre territoire d'industrie, enfin pour le territoire d'industrie Tiltam, pour rendre le territoire plus attractif à l'égard des salariés. Au Var-Forêt, on essaye de favoriser la mobilité de tous ces gens-là pour venir à ces rencontres. Alors, donc c'est très intéressant. Bon, c'est quelque chose qui existe depuis quelques années, mais il y a de plus en plus de demandes liées à cette journée. Le matin, à partir de 9 heures, c'est des guichets. Chaque entreprise a un guichet et c'est des files d'attente. Des files d'attente. Donc, on a parlé tout à l'heure, on a parlé, alors on l'a abordé un petit peu. On parlait là maintenant de la qualité de vie. Si vous aviez mis en place des choses particulières pour votre territoire d'industrie, enfin pour le territoire d'industrie Tiltam, pour rendre le territoire plus attractif à l'égard des salariés Alors, et de leurs familles, puisque c'est souvent aussi un problème. ben, le problème sur le périmètre Tiltam, le gros problème aujourd'hui, c'est l'éloignement. Voilà. Voilà. C'est l'éloignement. On est dans une configuration où on n'a pas de transport en commun. On n'a pas la mobilité entre sites les distances sont importantes. On n'a pas chaque territoire est un petit peu esselé dans leur, chacun un petit peu dans, dans sa case. Alors, bon, le territoire industriel a permis de faciliter, d'essayer mais les actions à mettre en place, et il faut les élaborer, il faut voir dans quel axe on peut aller, dans quel sens on peut aller. Évidemment, on ne peut pas créer des navettes pour dire on va aller à Thiers, on va aller à Lezou, on va aller à Ambert. C'est rapprocher les gens de leur milieu de travail. Alors, c'est de la mobilité, quoi. Ça induit de la mobilité effectivement personnelle. Ce qui entraîne la mobilité aussi pour les familles, avec les enfants, les conjoints, etc. Donc aujourd'hui, le sujet, là, bon, c'est un petit peu, c'est quand même une bouteille à la mer, c'est quand même compliqué. Euh, donc c'est rendre attractif le territoire. Venir bon, pour venir à Montbrison, peut-être, voilà, il faut qu'on puisse répondre à côté à d'autres choses que le travail, ne serait-ce qu'au niveau des lycées, au moins jusqu'au lycée.
Après, travailler un petit peu sur le post-lycée, donc l'enseignement supérieur. Bon, c'est pour ça que mon besoin, Virginie Murray en parlait tout à l'heure, a été créé l'antenne du CNAB. Donc, ça a démarré en septembre 2024, sous l'égide de Loi Forêt, et conjointement avec la ville de Montbrison. Et le CNAM a ouvert des pistes de formation pour les conduites machines numériques, sur la cybersécurité, deux axes. Plusieurs axes seront développés dans le futur aussi. On va commencer par ça. Donc, la forêt a complètement investi là-dedans, dans la mesure où il propose des aides, ne serait-ce que des aides techniques. Et après, pour essayer d'avoir une évolution pour pouvoir leur permettre de travailler en, ben, avec leur propre synergie, leur propre business plan. Donc, et 2024 aussi, enfin cette année aussi, alors, ça c'est pas du post-bac, on crée à Montbrison, à partir de septembre 2025, une école de production sur le bois. Ah oui, pour le Voilà. bois aussi. Alors, l'école de production, c'est à partir des gens, de personnes, de jeunes qui sont sortis de troisième, qui sont hors du cursus scolaire, qui ont pas nécessairement envie ou la volonté d'aller poursuivre dans une filière traditionnelle, même de bac technique, de CAP, Et technique. donc là, vous avez des entreprises qui sont rentrées dans le jeu là, de l'école de production, parce que le plus difficile pour les écoles de production, c'est de trouver des entreprises partenaires qui vont commander qui vont Oui, commander alors là, des pièces. ça s'est créé à partir de la filière bois. Ouais. L'objectif au départ, c'est de démarrer avec une quinzaine de personnes pour monter à peu près un projet à terme, c'est à peu près 60 personnes. Toutes les écoles de production qui sont qui sont en route aujourd'hui, il faut avouer que elles ont un taux elles ont un taux de réussite pour placer euh, leurs jeunes, Mhm. pratiquement de 100%. Ok. Voilà. Alors, l'école de production, la différence par rapport à une école normale, c'est que sur 4 semaines, ils ont une semaine de formation théorique et 3 semaines de formation Ils sont en pratique. atelier. Ouais, ils sont en En atelier. atelier, sachant que c'est une école de production, ce qui veut dire aussi, c'est qu'ils créent leur propre business. Oui, Voilà. oui. Et leur propre business, c'est-à-dire qu'ils vendent. Donc, les entreprises partenaires, qu'est-ce qu'ils vont les voir, c'est l'école de production éventuellement pour faire sous-traiter des affaires. Peut-être l'école de production pour fabriquer, ben je sais pas, alors dans la partie bois, pour fabriquer des tables, peut-être pour un lycée, oui, pour un lycée, pour une collectivité, pour un petit peu autour, il faut qu'ils créent une synergie et une demande à travers les aider à traverser. Ouais, les écoles de production, c'est un très beau projet. Euh, J'avance un peu puisque malheureusement, il est bientôt 15 heures et bientôt l'heure de nous quitter tous. Alors que les débats sont vraiment intéressants. Enfin, en tout cas, les dispositifs que vous présentez sont vraiment intéressants. Terre de Montaigu, excusez-moi, je vous appelle Terre de Montaigu. Eric, Tiffany, vous avez dit tout à l'heure, je crois que vous aviez 500 habitants par an. Non, 500 nouveaux habitants tous les ans. Est-ce que du coup, pour vous, c'est un problème aussi, la question de l'attractivité du territoire? J'ai l'impression que c'est moins central, mais je me trompe peut-être. Non, 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 vous avez raison, c'est moins central en termes d'attractivité de territoire parce que le positionnement proximité de la métropole nantaise, milieu tout de même rural et puis proximité du littoral, on est à 70 km du littoral vendéen. Donc voilà, forcément que on a un positionnement avec une attractivité, un cadre de vie plutôt agréable. Maintenant, on a des difficultés sur des freins qui peuvent être le logement, notamment le logement et encore pour partie la mobilité en interne du territoire. On travaille aussi comme un sujet, mais c'est le logement surtout aujourd'hui la principale difficulté. Ouais. Donc en fait, avec un plan logement important qui a été développé maintenant depuis 2 ans, 2, 3 ans, qui prévoit de construire un nombre de logements chaque année avec un objectif à 2030
mais il y a des projets qui sortent plus vite que d'autres. Il y a des contraintes existantes parfois. C'est surtout le regard sur le parcours résidentiel, les nouvelles typologies de logement. L'enjeu, c'est de proposer des logements nouveaux, plus adaptés, euh, mais en même temps de conserver ce qui fait l'histoire et la traduction urbanistique et sociale de nos populations. Donc, c'est aussi les nouvelles populations salariées qui peuvent se retrouver dans des centres-bourgs, dans des villages, dans des lieux-dits ou sur le centre-ville de Montaigu. On est des communes qui ont des centres-bourgs qui sont, on va dire, de l'ordre de 2000 à 4000 habitants. Donc, en fait, on est sur de la typologie avec un fort paysage rural. Des usines à la campagne, hein, c'est un peu le modèle chez nous, hein. Mais du coup, il y a ces notions de mobilité. Donc, on a développé beaucoup le covoiturage avec une application que le territoire a portée, a cautionné, a financé pour toutes les entreprises. On a apporté un premier niveau d'accès à des plateformes covoiturage pour toutes les entreprises du territoire, ce qui s'est pas mal développé ensuite. Après, il y avait des formules premium qui pouvaient être souscrites par les entreprises elles-mêmes si elles voulaient aller plus loin en politique RSE. Mais en tout cas, on a apporté un premier niveau. Donc ça, c'est un sujet, le logement. Et du coup, on a un projet d'hébergement pour les jeunes. On est en train de créer à côté de la gare un projet d'hébergement pour une capacité de 120 chambres réservables par souplesse à la nuitée ou à la semaine ou au mois. Pour les jeunes qui seraient sur notre territoire, dans nos entreprises, mais n'habitant pas le territoire, puisqu'on est juste à côté de la gare et qu'on est desservi en liaison largement, enfin, de très fortes liaisons, que ce soit du côté Nantes, La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne. Et du coup, on aurait ce projet d'hébergement à la nuitée qui permettrait une véritable souplesse et qui soit plus un frein à avoir un logement sur le lieu de l'alternance, avoir un logement sur le lieu de la formation, mais bien avoir la typologie de la nuitée juste pour l'alternance. Surtout qu'on a des alternances maintenant diverses et variées, hein. Une semaine sur deux, une semaine sur trois, 3 jours par semaine, 2 jours par semaine. Donc là, on travaille avec une forte capacité et ça va venir se compléter en offre avec nos événementiels sur le territoire. On a des gros événementiels autour de la jeunesse, notamment pour ceux qui connaissent ou qui sont fans, le mondial de foot de Montaigu, qui est très reconnu depuis de nombreuses années et qui draine un nombre impressionnant de jeunesse. Donc ces événementiels vont permettre de promouvoir cet hébergement jeune aussi. Et puis sur l'autre catégorie de population, la population salariée, j'ai dit un mot rapide tout à l'heure, c'est le service d'accueil aux salariés. On a créé ça l'année dernière. On s'est appuyé sur nos forces de conseillers en séjour de l'Office de tourisme, que l'on a éduqué, formé à tout ce qui existe sur notre territoire en termes d'offres, loisirs, santé, logement, euh, commerce, services en global. Donc, on a une déclinaison numérique et une déclinaison présentielle pour les recruteurs à disposition des entreprises. Quand les entreprises recrutent un collaborateur qui vient de l'extérieur du territoire, on se dit que ce n'est pas toujours le recruteur qui est le mieux placé ou le mieux expert de son territoire. Du coup, on a créé ce service-là, soit numérique avec un petit chatbot, ou soit carrément en présentiel, où là, le recruteur peut faire appel à des fiches numériques pour répondre en direct, ou nous l'envoyer, la personne intéressée par le territoire, pour lui expliquer bah, si elle vient en famille, il y a des écoles où, il y a des collèges, il y a des lycées, il y a un hôpital, il y a des médecins, il n'y a pas de médecins, il y a des logements, il n'y a pas de logements. Voilà. Que tout ce Ok. panel d'implantation de ce qu'il est, soit en format familial ou pas, mais de ce qu'il est, puisse répondre à son adéquation et être attractif sur ce territoire-là. Puis on travaille autour de la gare de Montaigu, un gros projet d'offres d'attractivité aussi en termes de services, loisirs, restauration, hôtels, qui nous manque aujourd'hui pour répondre aux besoins des entreprises. Super. Merci beaucoup pour toutes ces présentations. Je sais qu'il y a beaucoup de questions sur les financements, elles me viennent aussi. Malheureusement, on n'a pas le temps de les aborder, mais bon, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On les enverra aussi à nos intervenants s'ils ont le temps d'y répondre. On aura plaisir à partager. Juste pour quelques mots de conclusion, il nous reste 2 minutes. Mais enfin, j'aimerais bien, peut-être d'abord Jean-Paul Forestier. Pour vous, les priorités, vraiment en quelques mots, quelles seraient pour vous les priorités sur lesquelles vous vous concentrez pour développer le territoire d'industrie? Oui, Ouais, oui, vous l'abordez un petit peu rapidement, qui ne sera pas d'aujourd'hui, qu'il y a quand même un problème de clarification des fonds mobilisables quand même. ouais. Euh, Aujourd'hui, on travaille un petit peu sans avenir bien précis. Donc, un sujet, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc, il y a une intégration qui se pose à ce niveau-là. Euh, bon, Aujourd'hui aussi, également, c'est la mobilisation un petit peu de tous les acteurs Ouais. qui est importante. Et après,
les choix, la pertinence des sujets traités quand même qui permettent de pouvoir s'appuyer sur les entreprises qui n'existent pas. Très bien. Et de votre côté, Terre de Montaigu, Eric Hervouet, qu'est-ce qui guide aujourd'hui, enfin, on a quand même pas mal parlé, mais qu'est-ce qui guide vos actions à venir? Nous, il y a deux choses. La première, c'est toujours être en adéquation avec le contexte. Quand on a commencé la fabrique, quand on a fini la fabrique, c'était pas le même contexte. On a des éléments en fonction de ce qu'on peut avoir comme tissu industriel dans nos territoires qui peuvent être plus mouvants, plus regardants, il faut faire attention. Là, on a eu l'annonce d'un plan social, nous, sur 125 collaborateurs, il y a 10 jours, dans une entreprise du territoire. Voilà, on est un territoire pourvoyeur d'emploi, mais on sait qu'aussitôt, on a été rappelé par d'autres qui voulaient aller à la recherche de collaborateurs. Mais cette évidente alchimie et rapport de confiance qu'on doit avoir entre territoire et nos industriels. Nous, on a fait de l'industrie notre ADN depuis maintenant plus de 60 ans. Et c'est pour nous la chaîne de valeur de l'industrie, c'est la chaîne du début de tout. On est pro-réindustrialisation, on est conscient que l'industrie fixe l'emploi, que l'emploi derrière a besoin de services. L'industrie a besoin de services. On a besoin d'un tissu artisanal, d'un tissu commercial, de cette chaîne de services nécessaires autour de ce développement industriel. Et dernier point, on est persuadé ici, nous en tout cas, que la transition environnementale passera par la croissance du monde industriel, puisque c'est grâce au monde industriel, les idées novatrices et la richesse créée qu'on arrivera à passer les caps demain de ces transitions qui sont nécessaires pour nous et les générations qui nous suivront. Voilà. Super. Ben, merci beaucoup pour ce message de conclusion positif, où on a plutôt tendance à opposer transition environnementale et industrie. Donc, merci pour ce message. Écoutez, il me reste à vous remercier tous, Jean-Paul Forestier, Eric Herouet, Tiffany Cassignol, Sarah Mouette, Virginie Meurier. Un grand merci aussi à l'équipe de la Fabrique de l'Industrie pour avoir organisé ce séminaire. Merci à tous nos spectateurs, ils ont été nombreux, je les remercie pour leurs questions. Je suis désolée de ne pas avoir pu toutes les poser, mais encore une fois, n'hésitez pas à nous les envoyer en direct et on les transférera. Et puis on va vous envoyer la présentation de Sarah Moët. Donc un grand merci à tous et au plaisir de vous retrouver à l'occasion d'un autre séminaire. Au revoir. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Au revoir.